Merci Madame la Présidente. Chers collègues, depuis la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances qui a posé les bases d'une école inclusive, des progrès considérables ont été réalisés pour assurer une scolarisation de qualité pour tous les élèves, notamment par la prise en compte des besoins plus spécifiques de certains d'entre eux. Dans le cas des élèves en situation de handicap, le nombre d'élèves scolarisés en milieu ordinaire a triplé, passant de 155 000 en 2006 à plus de 490 000 à la rentrée 2024. Cette forte augmentation a été permise par le renforcement considérable de l'accompagnement humain, avec près de 90 000 accompagnants d'élèves en situation de handicap, les AESH, aujourd'hui, contre 41 000 il y a une décennie. Cette augmentation a également été soutenue grâce à la loi du 27 mai 2024 permettant la prise en charge par l'État des AESH accompagnant des enfants en situation de handicap sur les temps de la pause méridienne. Sur le plan pédagogique, la formation des enseignants comprend désormais un volet consacré à l'inclusion scolaire à travers un module de 25 heures sur l'école inclusive au sein de leur formation initiale qui doit être porté à 50 heures à la rentrée prochaine, comme l'a annoncé la ministre Elisabeth Borne. Enfin, la mise à disposition d'une plateforme Cap École Inclusive qui propose des ressources pédagogiques numériques immédiatement utilisables en classe pour faciliter la scolarisation de tous les élèves. Toutefois, malgré ces avancées, de nombreux défis persistent. Tout d'abord, il faut mentionner la complexité des parcours pour les familles, qui témoignent encore trop souvent d'un sentiment de parcours du combattant. Les démarches administratives pour obtenir des aides et des aménagements restent en effet lourdes et répétitives. Un travail de simplification des procédures administratives pour alléger la charge qui repose sur les familles et permettre une réponse plus rapide aux besoins des enfants reste donc encore à réaliser. Par ailleurs, l'adaptation pédagogique doit être encore renforcée. En effet, la charge de l'adaptation repose aujourd'hui beaucoup sur les AESH et sur les élèves eux-mêmes. Il faudrait inverser cette logique pour proposer des solutions pédagogiques qui rendent l'école accessible à tous les enfants. Cette situation est due à plusieurs facteurs. Une dépendance trop importante à l'accompagnement humain, une formation encore insuffisante des personnels, notamment des enseignants, qui expriment souvent leurs difficultés face à des besoins éducatifs auxquels ils ne savent pas toujours répondre, en raison d'un manque d'outils et de formations spécifiques, mais aussi d'un cloisonnement entre les métiers. Il paraît donc indispensable de renforcer la formation des enseignants, de l'accompagnement des élèves à besoins éducatifs particuliers et d'encourager une plus grande coopération entre les différents métiers entourant ces enfants du temps scolaire au temps périscolaire. Le troisième défi réside dans le manque de suivi et de données consolidées relatives aux politiques publiques de l'inclusion scolaire. Comme le constatait la Cour des comptes dans son rapport de septembre 2024 sur l'inclusion scolaire des élèves en situation de handicap. Il est ainsi difficile d'évaluer les résultats de la politique publique d'inclusion scolaire, notamment en matière de performance scolaire ou de trajectoire d'insertion, sans disposer de données statistiques complètes et de données qualitatives. Le pilotage de cette politique publique en est rendu encore plus complexe. Des structures de pilotage et de concertation existent, à l'instar des comités départementaux de suivi de l'école inclusive, les CDSEI, ou du Comité national de suivi de l'école inclusive, le CNSEI. Cependant, les premiers ont un fonctionnement inégal. Si les CDSEI peuvent avoir un rôle structurant de pilotage dans certains départements, celui-ci peut se limiter à un simple état des lieux dans d'autres. Quant au CNSEI, coprésidé par les ministres de l'Éducation nationale et du handicap, il s'agit d'un lieu d'impulsion de la politique d'inclusion scolaire, mais qui a pâti depuis sa création en 2019 d'une absence de régularité de ses réunions. À ce titre, je ne peux que saluer l'engagement pris par mesdames les ministres Elisabeth Borne et Charlotte Parmentier-Lecocq de réunir désormais ce comité tous les 6 mois afin de mettre en place un suivi régulier des progrès de l'école inclusive. La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui vise donc à rendre pleinement effectives les politiques d'inclusion, en agissant sur 3 axes principaux pour répondre aux problématiques soulevées. 1. Le premier axe vise à améliorer la coordination entre les différents acteurs de l'école inclusive, à renforcer la lisibilité et la continuité du parcours des élèves et à permettre la mise en place plus rapide des aménagements nécessaires. À cette fin, le texte propose à son premier article de généraliser le déploiement du LPI. Il s'agit d'une application numérique destinée à centraliser les informations relatives au parcours des élèves à besoins éducatifs particuliers. Cet outil fait consensus parmi les professionnels et les représentants des parents d'élèves, mais malgré une augmentation récente des ouvertures de LPI au cours de l'année dernière scolaire, plus 69%, son déploiement et son usage effectif restent encore limités à ce jour, alors même que son déploiement aurait dû être généralisé à la rentrée scolaire 2022. Le second axe vise à pallier le manque de données quantitatives et qualitatives.
Pour cela, l'article 2 du texte initialement déposé prévoit la création d'un observatoire national de la scolarisation et de l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Il devait permettre de renforcer le suivi des politiques de l'inclusion scolaire et de proposer une approche globale des parcours des élèves en situation de handicap. Le troisième axe vise à développer les compétences pédagogiques des enseignants en matière d'inclusion scolaire et à favoriser la coopération entre enseignants et AESH. Leur collaboration en binôme est déterminante pour améliorer l'accompagnement pédagogique des élèves en situation de handicap. L'article 3 du texte initialement déposé prévoit d'ouvrir la formation initiale des AESH aux enseignants volontaires. Les auditions que j'ai menées en tant que rapporteur, ainsi que les nombreux échanges avec l'administration du ministère de l'Éducation nationale ou avec mes collègues, dont certains d'entre vous, m'ont conduite à proposer des évolutions importantes afin de mieux répondre aux objectifs de ce texte. Initialement centré sur les élèves en situation de handicap, je souhaite tout d'abord élargir la portée de ce texte à tous les élèves à besoins éducatifs particuliers, afin d'assurer une effectivité des politiques d'inclusion scolaire pour tous les enfants. Les élèves à besoins éducatifs particuliers recouvrent non seulement les enfants en situation de handicap, mais également à haut potentiel, ou encore malades, allophones, en grande difficulté d'apprentissage ou d'adaptation, les décrocheurs ou ceux qui bénéficient d'une instruction à distance. Dans le cadre du LPI, cet élargissement est d'autant plus opportun que ce dispositif est déjà ouvert aujourd'hui aux élèves à besoins éducatifs particuliers. Dans le prolongement de cet élargissement, je soutiens également l'initiative portée par Madame Thévenot d'élargir le terme « élève » pour parler d'enfant, afin de mieux prendre en compte l'ensemble des temps de vie de l'enfant, le temps scolaire bien sûr, mais aussi les temps périscolaires. Cet élargissement constitue une première pierre pour mieux assurer la continuité de l'accompagnement au-delà du seul temps de classe. Il permettra au personnel intervenant sur ces temps périscolaires d'accéder, lorsque la situation de l'enfant le justifie, aux informations utiles pour garantir un suivi plus cohérent et pleinement adapté aux besoins de l'enfant. Dans le souci d'assurer la pleine implication des parents dans le fonctionnement du LPI, il me semble également important non seulement de garantir la possibilité des familles de prendre part au partage d'informations au sein du LPI, mais aussi de pouvoir y verser des éléments dans un objectif de centralisation des informations et de continuité du parcours de l'élève. Par ailleurs, je souhaite que la création de l'Observatoire national initialement proposé soit remplacée par une obligation de remise de rapport chaque année au Parlement avant l'examen des textes budgétaires, afin de disposer de données fiables et mises à jour sur les politiques d'inclusion scolaire. Les auditions menées ont en effet confirmé que les structures existantes, telles que les comités précédemment mentionnés ou les commissions d'affectation, offraient un socle suffisant pour produire et recueillir des données qui auront vocation à alimenter un rapport structuré. Cette évolution proposée du texte initial permet de satisfaire l'objectif d'un suivi renforcé des politiques d'inclusion scolaire à travers l'analyse des parcours, la mesure des disparités territoriales et des résultats de la scolarisation, tout en évitant d'engendrer des dépenses supplémentaires conséquentes pour l'administration. Dans le cadre de ce rapport, il sera important de collecter les données auprès de tous les partenaires essentiels de l'école, que sont notamment les collectivités, dans la limite de leurs prérogatives. Je souhaite également que la proposition initiale qui prévoyait d'ouvrir la formation des AESH aux enseignants volontaires soit remplacée par la mise en place de formations pluricatégorielles et interministérielles centrées sur le cas spécifique de chaque enfant. En effet, il s'agit d'aller au-delà de ce que proposait le texte déposé en octobre en ne se limitant pas à réunir enseignants et AESH. Afin de lutter contre les cloisonnements entre les différents acteurs qui interviennent dans l'accompagnement des enfants à besoins éducatifs particuliers, notamment entre les secteurs éducatifs et du médico-social, mais aussi en lien avec le périscolaire, et ce afin de créer une culture de travail commune à l'ensemble des acteurs. Il apparaît donc nécessaire de mettre en place des formations croisées. Celle-ci serait réalisée sur une base annuelle et permettrait d'améliorer la coopération entre les professionnels dans le but de proposer un meilleur accompagnement et une plus grande adaptation pédagogique aux élèves à besoins éducatifs particuliers. Par ailleurs, la formation des AESH fait aujourd'hui l'objet de critiques et est considérée par une partie d'entre eux comme insuffisante. De l'avis des intéressés, elle n'est donc sans doute pas la plus adaptée pour les enseignants. C'est pourquoi je vous invite à adopter la proposition négociée avec le gouvernement qui permettra l'ouverture de ces formations intermétiers. Enfin, la portée de ce texte a également vocation à être élargie car le gouvernement a annoncé vouloir déposer en séance des amendements afin d'acter le remplacement des pôles éducatifs, des pôles inclusifs d'accompagnement localisés, les PIAL, au profit des pôles d'appui à la scolarité, les PAS.
Cette évolution s'inscrit dans l'esprit de la proposition de loi en cherchant à permettre la mise en place sans délai d'un accompagnement adapté pour les enfants à besoins éducatifs particuliers sans attendre une décision éventuelle des MDPH. L'expérimentation des PASS, engagée depuis 2023 dans plusieurs académies, a d'ores et déjà fait ses preuves. Elle est plébiscitée par les équipes pédagogiques pour sa capacité à mettre en place une aide humaine, proposer des matériels pédagogiques adaptés sans attendre les décisions MDPH. Cela permet d'apporter une réponse rapide pour faciliter la scolarité des élèves. Les PASS accompagneront tous les enfants à besoins éducatifs particuliers et détermineront les accompagnements pédagogiques à mettre en œuvre sur le temps scolaire. Au-delà des avancées portées par cette proposition de loi, il est nécessaire d'engager une réflexion plus large sur la continuité du parcours de l'enfant à besoins éducatifs particuliers. L'inclusion ne peut se limiter au seul temps scolaire. Elle doit intégrer l'ensemble des temps de vie de l'enfant, qu'il s'agisse du temps périscolaire, extrascolaire, ou de l'articulation avec les temps médicaux, sociaux ou familiaux. Cette approche globale est indispensable pour construire un véritable parcours inclusif, sans rupture, fondé sur une coopération renforcée entre tous les acteurs. Je vous remercie. Je vous remercie. Nous allons